Alors, à défaut de pouvoir gérer de façon probante les ressources économiques, apparaît une deuxième fonction à la gouvernance, qui est, cette fois-ci, gérer les biens publics mondiaux. Je vous ai dit tout à l'heure, cette notion de bien public mondial est nouvelle. Common goods, global commons, cette notion est une notion nouvelle, et cette notion nouvelle tient tout simplement au fait que s'il y a un espace mondial, s'il y a une mondialité, nécessairement, il y a des éléments communs à cette mondialité, et ces éléments communs doivent trouver quelque part les institutions capables de les gérer. Et donc, à travers les travaux que je vous présentais tout à l'heure, notamment le rapport Brundtland, qui en fera un grand usage, apparaît l'idée que notre survie collective dans l'espace mondial dépend d'un certain nombre de biens dont nous sommes tous dépositaires pour notre survie à tous, et qui ont quelques caractéristiques. D'abord, ce sont des biens qui ne peuvent pas connaître de rivalité. S'ils connaissaient des rivalités, ce seraient alors des biens impurs. On doit pouvoir tous spontanément bénéficier d'un air qui ne soit pas vicié et qui assure notre survie dans des bonnes conditions physiques, d'où l'importance de la protection de l'environnement. On doit tous disposer, sans avoir à entrer en compétition pour ça, du minimum vital en matière d'eau et de ressources aquatiques. Problème qu'on avait déjà envisagé ensemble dans la deuxième leçon. Maintenant, qui va gérer ces biens communs? Bien entendu, il y a un candidat pour ça, que sont les institutions multilatérales. Nous trouvons, avec l'invention de la mondialisation et dans le contexte des années 70, un deuxième âge du multilatéralisme. D'un multilatéralisme qui découvre qu'il n'est pas seulement conçu pour assurer la sécurité physique, politico-militaire des individus, mais aussi pour assurer leur sécurité économique et sociale. Donc l'idée qui peu à peu apparaît, c'est que plus encore qu'une sécurité politique et militaire, les biens communs de l'humanité sont là pour assurer une sécurité humaine. Le PNUD va définir en 1994 les 7 sécurités humaines: sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité environnementale, sécurité économique, sécurité politique, sécurité culturelle et sécurité individuelle. Sécurité individuelle, c'est-à-dire les droits de l'homme. Tout ceci étant des biens que les individus doivent pouvoir, dont les individus doivent pouvoir disposer directement, sans compétition, comme un droit fondamental. La réalisation de la sécurité humaine, c'est créer un monde libre de toute crainte, free from fear. Enfin, dernière exigence, gérer l'intégration sociale internationale. Alors, derrière cela, reparaît ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'indice de développement humain, la nécessaire réalisation de ce développement humain, mais apparaît finalement 2 grandes idées. Si nous allons vers un système mondialisé, inévitablement vont se trouver dans le même monde des États de niveaux de développement extraordinairement différents. Et donc, l'enjeu international majeur n'est plus un enjeu politique ni militaire, c'est un enjeu social.
C'est-à-dire que le vrai problème de notre planète aujourd'hui, ce n'est pas la compétition militaire entre les États, mais les énormes décalages économiques et sociaux entre les États. Donc, à mesure que se construit la mondialisation, se construisent des enjeux sociaux qui deviennent de plus en plus structurants de l'agenda international. Et donc, deuxième implication, ce sont ces enjeux qu'il faut découper, examiner les uns après les autres, travailler dessus. 1992, Rio, ouverture de la grande conférence des Nations Unies sur l'environnement. 1993, Vienne, grande conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme. 1994, Le Caire, grande conférence des Nations Unies sur la population. Mars 1995, Copenhague, grande conférence des Nations Unies sur le développement social. Août 1995, Pékin, grande conférence des Nations Unies sur la condition féminine. 1996, Istanbul, grande conférence des Nations Unies sur l'habitat. Durban 2001, grande conférence des Nations Unies sur le racisme. Et du coup, vous voyez qu'apparaît un nouvel agenda international. On ne parle pas ici de paix au Moyen-Orient, ni de paix en Afrique, on ne parle pas de désarmement, on ne parle pas de sécurité en Méditerranée ou dans l'océan Indien, on parle de thèmes sociaux. Et on va essayer d'aborder ces thèmes sociaux, non pas comme on le faisait mécaniquement à propos des questions politico-militaires, à partir d'une table de négociation réunissant les diplomates, mais on va parler de ces grandes questions économiques et sociales en réunissant les représentants des États avec les représentants des ONG, avec aussi les représentants des grands acteurs économiques, voire des acteurs religieux. C'est donc toute une autre façon de négocier et donc de gouverner qui apparaît. Je ne reviens pas sur la séance de la semaine dernière dans laquelle je vous expliquais que derrière l'invention de ces nouveaux partenariats restait beaucoup d'incertitudes. Comment institutionnaliser le partenariat avec des ONG ? Comment intégrer les acteurs économiques dans la négociation internationale? Ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas gérer ni gouverner la mondialisation dans ce qu'elle a probablement de plus aigu, de plus déterminant, de plus nouveau aussi. Mais en revanche, on voit se profiler une forme nouvelle d'agencement entre les acteurs internationaux et la première association étroite d'acteurs non étatiques avec les acteurs étatiques. Disons que c'est un schéma pour l'avenir, beaucoup plus qu'une réalisation acquise. Je ne veux pas clore cette section sans évidemment souligner le rôle extrêmement important de Kofi Annan, qui a, sur ces questions, laissé des traces tout à fait importantes, notamment l'agenda pour le millénaire et de fameux textes dans lesquels le secrétaire général des Nations Unies commençait toujours par « We people of the world », indiquant que le monde et le besoin de régulation qui le caractérise, ce n'est pas les États, mais bien les peuples qui en sont le substrat. La philosophie de la sécurité humaine
la philosophie du développement social, cette problématique de l'intégration sociale internationale, c'est probablement à lui qu'on le doit. Et c'est probablement parce qu'il a été très loin dans ce domaine que Kofi Annan n'a pas bénéficié vers la fin de son mandat, et en particulier de son second mandat, de l'appui aussi franc et massif des États. Pourquoi ? Les États n'aiment pas qu'on leur parle d'enjeux sociaux internationaux. Pourquoi ? Parce que parler d'enjeux sociaux internationaux, inscrire les enjeux sociaux internationaux sur l'agenda de ce qu'il y a à faire en termes de négociations internationales, c'est rétrécir le champ de la souveraineté. C'est obliger les États à accepter qu'on vienne s'occuper de leurs questions démographiques, sexuelles, droits de l'homme, questions alimentaires, sanitaires, etc. Lorsque s'est réunie au Caire la conférence sur la population, que de gouvernements ont dit « mais les affaires de contrôle de naissance, de contrôle de la démographie, c'est notre affaire à nous, souverains ». C'est ce que disait le représentant du Vatican, au même titre que le représentant de la plupart des États du monde musulman. Mais aussi au même titre que la Chine, qui, pour des raisons inverses, considérait que la remise en cause du contrôle de naissance tel qu'il est opéré par la loi chinoise ne relève pas de la compétence des gouvernements étrangers. Donc c'est quelque chose de très difficile à faire entrer dans les mœurs diplomatiques, politiques, économiques et sociaux de la planète. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, cette gouvernance reste incertaine.